Oh, ok. Sorry for the first one. Donc bonjour, j'ai déjà perdu 1 minute sur les 50, donc vous étonnez pas si je parle très très vite. J'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, on vous a gardé une chaise, ne vous inquiétez pas. Le sujet du jour, donc de compile-to.bat à l'usine logicielle pour Java. Donc très vite, je me présente. Donc Guillaume Rams, même si j'ai appris l'objet en small talk, j'ai essentiellement travaillé en Java depuis que je suis sorti de la fac, dans un peu tous les environnements. Bon, je ne vais pas m'attarder sur mon profil. Pour vous résumer ça en 4 images, ça vous donnera un peu une idée des différentes milestones, j'ai envie de dire, qui m'amènent ici devant vous. Et je suis consultant formateur donc pour Oxian, donc les filières justement liées à l'intégration continue, la calimétrie, les plugins Eclipse, etc. Donc voilà, Oxian, vous en avez encore entendu parler lors du keynote ce matin. Donc effectivement, si vous êtes venu par la formation, c'est Oxian qui a assuré toute l'intendance. Alors rapidement, de quoi je vais vous parler? Essayer de vous dire ce que j'entends moi par une usine logicielle. Il n'y a pas de définition officielle, I3E ou SIGREF. Ce que ça contient, c'est le plus gros du discours, c'est essayer de vous faire la carte, les différents compartiments, pardon. Et j'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de chacun de ces compartiments, donc je vais juste donner des pointeurs pour dire voilà, vous devez avoir quelque chose qui fait ça, et les logiciels qui en général rendent le service. Je terminerai par 2 considérations qui sont comment l'héberger. Vu qu'on ne se contente plus d'un éditeur de texte, maintenant on va avoir des tas de serveurs, des choses à héberger. On va se poser la question où et qui. Qui est ce fameux Software Factory Manager, responsable usine logicielle? Finalement, quel est ce nouveau métier émergent de s'occuper d'une usine logicielle? Donc je vais commencer par essayer de dire qu'est-ce que c'est qu'une usine logicielle. Spontanément, si je vous dis usine logicielle, vous allez penser ça. Une chaîne de fabrication du logiciel, on part des sources et puis ça mouline, on arrive à un livrable. Quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus dans la tendance du moment en DevOps, c'est d'aller des demandes jusqu'à la mise en production d'une application et l'exploitation. On va essayer lors du développement de ne plus s'arrêter à produire un livrable, mais bien d'aller jusqu'à sa mise en prod. Et bon, c'est juste pour mentionner pour le culture, une tendance XP où on a plus tendance à s'intéresser aux gens qu'aux outils, c'est de dire que c'est un peu une usine logicielle, c'est un peu comme la machine à trier le courrier en retard de Gaston Lagaffe. On met des idées en entrée, et il y a une équipe et ses outils qui se débrouillent pour aboutir à des incréments du logiciel livré en production et utile. Ça, c'est la définition de l'usine logicielle selon cette fameuse méthodologie qui s'appelle l'Arrache. Vous avez tous dû travailler dans ce genre d'environnement, je pense. C'est le niveau 0 de l'usine logicielle, c'est le compile-to.bat où je fais tout à la main. J'ai bien un gestionnaire de sources parce que ça fait longtemps que c'est dans les mœurs, mais globalement tout le reste, c'est manuel. Et comme c'est manuel, je me gourre, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de le faire, et je suis peu productif. On va essayer de partir de ça, donc c'est compile-to.bat, pour arriver à ce que je vais appeler une véritable usine logicielle. Alors ma définition, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est automatiser au maximum, essayer d'outiller toutes les activités liées au développement, pas que le développement, tout ce qui va autour. On va voir que c'est de plus en plus vaste et on voit maintenant que ça va jusqu'à la mise en production. Dans quel but? Pour maximiser la quantité de travail à ne pas faire par les développeurs. Là, c'est un peu le credo de l'agilité, c'est faire travailler les machines à notre place, notamment. Et y compris faire ce qu'on ne faisait pas, qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a jamais fait parce que c'était trop pénible à lancer manuellement. Donc après cette rapide introduction, je vais essayer de lister qu'est-ce qu'il y a dans une usine de développement. Je vais vous faire le plan. Globalement, de l'usine, je garde cette image du tapis roulant. C'est plus la chaîne de fabrication sur laquelle on met en entrée une idée, et ça passe d'atelier en atelier en atelier jusqu'à finir en production. Donc globalement, les différents compartiments dont je vais vous parler rapidement sont ceux-ci. Je les détaillerai par la suite. Avant de les détailler, je vais quand même faire une petite précision. Ces phases-là, celles que je vous montre, c'est celles d'une ligne de code. Effectivement, avant de la déployer, il faut l'avoir écrite. Donc, mon idée, elle va bien suivre ce chemin. Ça ne veut pas dire que j'encourage le développement en waterfall ou en cycle en V. Attention, là, ce ne sont pas des phases de développement. Cette précision est en fait, il y a le fond commun de l'usine. Alors, on pourrait voir ça un peu comme la gestion des stocks. Ce sont des choses qui vont servir à tout moment de mon usine. Donc, je n'ai pas pu placer comme ça dans cet ordonnancement. Je vais surtout vous parler un peu de gestion des sources
et de gestion des binaires, donc les référentiels d'artefacts plus en terminologie Maven. Des choses qui font partie des murs, mais qui sont un peu hors sujet, donc je ne vais pas vous parler, c'est comment faciliter le travail collaboratif, en s'appuyant en général sur des choses qui sont de toute façon autour de l'usine, qui sont fournies par votre entreprise, par votre structure, auxquelles on va juste se raccorder. Pareil pour le suivi des demandes, des exigences, des défauts, qui pour moi sortent un peu du scope et sont larges, mais qui font quand même partie des choses à avoir. Et pareil, le dictionnaire des utilisateurs et de leurs habilitations, sur lesquels l'usine va devoir se brancher. Donc, deux petites considérations sur les gestionnaires de sources. Je m'intéresse principalement à ceux qui sont open source. J'ai essayé dans ma présentation, donc de faire comme ici, de vous montrer en 3 rubriques, globalement pour chaque compartiment. Les pratiques usuelles, ça ne veut pas toujours dire une bonne pratique. Sur les pratiques usuelles, ce qu'on constate autour de nous, ce que j'ai vu dans ma carrière ou en discutant avec d'autres consultants. Les challengers, les tendances montantes, les nouveautés, et ceux qui sont un peu en perte de vitesse. Donc on trouvera à plusieurs occasions ce tableau-là. Je précise en passant que je ne suis pas un cabinet de conseil qui publie des cadrans magiques ou ce genre de choses, donc voilà, je n'ai pas la prétention de remplacer les grands cabinets. Subversion, bon, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde passe à Subversion, depuis CVS notamment. La question que j'entends beaucoup, c'est est-ce que je dois ou non passer à Git? Ça a l'air très très bien. Tout le monde en open source fait du Git, Eclipse est passé à Git, tout le monde passe à Git, alors est-ce que moi aussi je dois faire comme tout le monde à Devox ici, passer à Git? Alors comme je suis un peu fourbe, je réponds à cette question par d'autres questions. Savoir si oui ou non vous avez besoin de passer à Git, c'est ma petite checklist. Est-ce que vous êtes en environnement distribué, vous avez d'énormes difficultés réseau, ou est-ce que tous vos développeurs sont dans une même salle? Est-ce que vous avez beaucoup de branches de développement? Pour moi, beaucoup, c'est à partir de 3 branches. Ça va très très vite la complexité, dès qu'on doit gérer plusieurs branches de développement en parallèle. Est-ce que vos développeurs ont l'habitude de travailler sur plusieurs tâches en parallèle, ou est-ce que finalement ils sont dans leur coin et ils enchaînent les tâches qui arrivent une par une? Et surtout, la question fondamentale, c'est est-ce que le Subversion ou le CVS que vous avez est déjà bien employé et maîtrisé de tous? Subversion a de très nombreuses fonctionnalités qui sont peu connues, peu maîtrisées, mais il sait faire des tas de choses. Si déjà, dans votre environnement, vos équipes de développement ne maîtrisent pas Subversion, ratent leur merge, et ainsi de suite, est-ce que finalement, vous pensez qu'ils arriveront à maîtriser des choses comme Git qui sont quand même plus compliquées à maîtriser ou à rentrer dedans? Donc c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, Git ou pas Git, ou autre, Mercurial, donc les fameux DVCS comme gestion des sources distribuées, le D de distribuer. Nouveauté un peu de l'usine Java, c'est le référentiel d'artefacts. On sait gérer les sources, les versionner, les garder, les archiver. La nouveauté de l'usine Java, c'est d'avoir besoin également, donc c'est apparu en même temps que Maven, c'est Maven qui a apporté cette chose, le référentiel des binaires. Donc on appelle ça des artefacts, c'est tous les sous-produits de l'édition du logiciel. Donc ça ne va pas être que les binaires exécutables, ça va être également la Javadoc, les sources, .zip, les jeux de distribution, les jeux d'installation. Pour schématiser, je dirais que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un artefact type Maven, si je dois expliquer en une ligne, c'est au point jar ce que Subversion est à vos sources. C'est très schématique, mais ça donne tout de suite une idée. Si vous avez installé un serveur de référentiel d'artefacts, vous ne vous contentez pas d'un gros répertoire sur le système de fichiers dans lequel on va tout lâcher, vous aurez en plus, du fait de pouvoir faire du Maven, avoir des bénéfices qui sont de ne pas dépendre d'Internet pour compléter son build. Ça semble idiot, mais souvent, on a des environnements où tout est fait en Maven, tout fonctionne, on tire le câble, il n'y a plus rien qui marche. On enlève Internet, il ne trouve plus telle librairie, il va regarder s'il y a une mise à jour du plugin, il ne la trouve pas, il échoue, tiens, je ne trouve plus non plus les DTD, il n'y a plus rien qui marche. Votre serveur de référentiel d'artefacts local va vous permettre de vous abstraire d'Internet. Et une fonctionnalité qui est amenée, mais qui n'est pas encore utilisée, je trouve, pas assez, c'est on peut commencer à mettre en place une gouvernance des dépendances. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est dire, est-ce que dans mon organisation, j'autorise les gens à inclure des librairies GPL? Est-ce que vous avez le droit d'aller chercher des outils sur Codehouse, chez Google, chez JBoss, ou pas? Est-ce que j'ai le droit de dépendre de snapshots de version alpha, bêta des frameworks pour mes applications à livrer? Le référentiel d'artefacts vous permettrait de faire des listes blanches, listes noires d'artefacts, de versions et de produits à utiliser ou non. Pour remplir cette fonction, alors il y a deux leaders qui sont Artifactory et Nexus, qui sont vraiment très à niveau.
Même si j'ai une petite préférence personnelle pour Artifactory, Nexus est tout aussi bien en termes de fonctions. Le choix, vous le ferez vraiment sur votre environnement, sur des besoins très précis. Globalement, les deux rendent le service, ont une version de base et une version payante. Si vous voulez rester dans le purement gratuit open source, vous avez Archiva d'Apache, qui remplit également les fonctions de base, tout en offrant moins de fonctions avancées quand même que les deux open source et commerciaux. Perte de vitesse, le répertoire de fichiers partagés. Alors, souvent, je dis c'est mal, et on me demande pourquoi. La principale raison, c'est que ça ne s'est pas empêché ce qu'on appelle la republication. Je fais mon application Toto version 1.0, je la livre, les gens commencent à l'utiliser. Rien ne m'empêche, une fois que j'ai mis le fichier Toto 1.0.jar, de remettre un autre Toto 1.0.jar au même endroit, sauf que le contenu est différent. On sait très difficilement empêcher ça en système de fichiers, dire vous avez le droit de créer des fichiers, mais pas de les écraser une fois qu'ils sont créés, à moins de rentrer dans des usines à gaz abominables. Les référentiels d'artefacts savent très bien bloquer, autoriser, permettre seulement à certaines personnes de écraser la republication de versions. En plus des avantages que j'ai mentionnés juste avant. Je dis que je ne vous parlerai pas de travail collaboratif, j'ouvre juste une petite parenthèse en passant juste sur les wikis. J'ai remarqué que souvent, au moment où une équipe projet démarre, on se pose la question, la doc c'est où? C'est un wiki? C'est dans Alfresco? C'est à côté? C'est entre les deux? Le bon usage du wiki, pour moi, c'est quand on a besoin de faire de la doc vivante. C'est pas fait pour faire le document, pour éditer collaborativement un document qui après a pour seule vocation d'être versionné, imprimé en PDF et posé en haut d'une armoire. Ça n'a pour moi d'intérêt que si la doc est vivante. Et le meilleur usage, c'est pour ça que je vous parle des wikis en passant, c'est une bonne pratique, c'est de faire un portail d'accueil du développeur. Là, on a déjà listé 2 outils, on va continuer à en lister. Le développeur qui arrive dans votre équipe, il a une foultitude d'URL à connaître. Le serveur de ceci, le serveur de cela, où sont les conventions de codage, où sont ceci, cela. Souvent, c'est très mal documenté. C'est des choses qui sont constituées au fur et à mesure, qui sont connues des gens qui sont déjà en place, puisqu'en général, ils les ont montées. On ne prend plus la peine de les documenter. Pensez à faire la petite page d'accueil du développeur qui lui donne juste les pointeurs. Pour la doc, c'est pas la peine, il y a Google, mais au moins les pointeurs. Cartographie des environnements, pointeurs vers les conventions, les best practices, et commencer à se constituer une base de connaissances des développeurs. Si vous êtes organisé en structure, vous avez une cellule d'architecture, une cellule support au développement et plusieurs équipes projet, en général, ça va être l'endroit où on va capitaliser, où la cellule support va donner les bonnes pratiques, les recommandations et dialoguer, donc en documentation vivante, hein, c'est pas le support vous parle, en documentation vivante avec les équipes projet. Une fois que j'ai parlé comme ça de tous les composants transverses, je vais décliner, je vais suivre le tapis roulant et je vais partir de l'idée pour vous amener jusqu'à la production. Petite considération sur la conception et la génération de code. Alors là, je n'ai pas besoin de vous dire le pourquoi il faut concevoir. 2 petites remarques en passant, notamment sur la conception. J'ai remarqué un énorme retour de balancier. Donc, comme je dis, ça fait quelques années que je fais du Java. J'ai vécu l'époque du Rational Rose où il fallait tout faire en UML, tout diagrammer, l'âge d'or des architectes. Et l'abominable retour de balancier qui fait que maintenant, les UML, c'est has-been. Commencer à faire un diagramme de classe avant de coder, ça semble une aberration. On parle même d'architecture émergente, on peut se passer de réfléchir à une architecture en amont. Je me demande si on n'est pas allé trop loin, et je pense que le bon usage de l'UML, c'est bien sûr de ne pas documenter les aspects triviaux du code, mais un bon diagramme de séquence UML pour documenter des échanges complexes, ça reste quelque chose de tout à fait pertinent et de tout à fait utile. Donc ne prenez pas la position dogmatique d'exclure toute conception, documentation d'architecture et outillage UML de votre usine. Pour moi, ça continue à faire partie de l'outillage. Si on voulait tout modéliser, c'était dans le but de faire du MDA ou de la génération de code totale. On a eu l'espoir pendant des années de pouvoir générer complètement une application juste à partir de la conception, de diagrammes, et se passer de tout aspect programmation. Le fait est que le tout MDA, où je pourrais faire complètement une application depuis les modèles, on n'y est pas encore. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera un jour, parce que ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'on travaille dessus sans y arriver. Mais n'oubliez pas d'avoir dans votre palette, dans votre usine, dans vos outillages, toute génération de code possible. Et pas seulement l'archétype initial. Alors c'est facile d'avoir un modèle à copier-coller, d'utiliser les archétypes de Maven. N'hésitez pas à regarder tout le code répétitif et à coder un générateur en XSL, un plugin Eclipse, des choses qui vont permettre à vos développeurs de s'abstraire, surtout en Java, quand même, on a beaucoup de ce qu'on appelle le boilerplate, de s'abstraire d'écrire du code répétitivement.
Le poste de développement, maintenant, c'est là où le cœur... alors, développement et test unitaire, hein, bien sûr, maintenant on fait tout en même temps. Alors, l'utilité de l'IDE, plus besoin normalement de la démontrer. Je voudrais juste faire une remarque en passant sur le poste de développement. On ne peut plus se contenter de donner un IDE aux gens en disant ça, ils ont ce qu'il faut pour coder. On s'aperçoit qu'on a besoin, en général pour réaliser des applications Java d'entreprise, non seulement l'IDE, mais tous les plugins qui vont avec, un petit serveur web local pour tester mon application, des outillages pour faire du web service, pour manipuler ma base de données relationnelle, parce qu'on n'est pas tous passés au NoSQL non plus, de quoi faire des tests, capturer des trames, pour faire du jeu de tir de performance, etc. La difficulté va être d'homogénéiser tout ça, de donner la même version des mêmes outils à tout le monde, et en plus le paramétrage. S'assurer que tout le monde a son Eclipse, les mêmes conventions de formatage, par exemple, les mêmes versions de plugins, les mêmes niveaux de pilote JDBC, etc. Difficulté supplémentaire, j'ai remarqué qu'on doit souvent composer avec des politiques de gestion de parc bureautiques qui sont faites pour avoir la même configuration sur beaucoup de postes, mais qui bougent très peu. Or, nous, pour déployer nos postes de développement, on a besoin de quelque chose qui bouge souvent, une nouvelle version de tel outil, une nouvelle version d'Eclipse, une nouvelle version de ceci, mais pour un public très restreint. Donc souvent, on a des difficultés à faire créer des jeux de distribution pour 10 personnes. L'idéal serait également que le tout puisse fonctionner dans le train ou en télétravail pour les utilisateurs mobiles. Donc quand vous choisissez des outils et des plugins à mettre dans l'IDE, vérifiez bien que ces outils fonctionnent en déconnecté. À propos de bureautique, petit rappel en passant, toujours utile. C'est pas encore entré dans les mœurs que les développeurs ont des besoins autres que les utilisateurs bureautiques. Un Eclipse chargé, ça prend plus 1 ou 2 serveurs d'application, une base de données locale. Ça consomme beaucoup plus de RAM, de disque, de tout ce qu'on veut qu'un traitement de texte. Donc il faut continuer à convaincre, c'est pas encore entré dans les mœurs, que c'est pas pour goût du luxe. Les développeurs ont besoin de machines plus puissantes que les postes bureautiques standards qu'on leur confie habituellement. Donc les IDE, le plus répandu donc reste Eclipse. Depuis que je suis ici à Devoxx, j'ai vu beaucoup d'IntelliJ. Alors c'est surtout parce que j'ai vu beaucoup de choses sur le JavaScript. Effectivement, IntelliJ est meilleur que l'Eclipse tout nu là-dessus. Donc IntelliJ a une base open source, mais il y a beaucoup d'extensions pour faire des développements d'entreprises qui sont dans la version payante d'IntelliJ. Pour rester dans l'open source, il y a également NetBeans en concurrent d'Eclipse. RAD chez les payants, et on trouve un peu moins quand même des Visual J++ qu'il y a certains temps. La construction et la construction continue. Alors avant d'attaquer la construction en continu, on va déjà essayer de réussir une construction. Donc on a commencé avec JavaC, le compilateur en ligne de commande et mon fameux compile-tout.bat. Historiquement, le premier outil à aider à fournir un peu les fonctionnalités du make pour Java, c'était Ant. Ant avait l'avantage de scripter les constructions complexes, de prendre le Java là, faire un paquet cadeau, le versionner, le renommer, faire de la substitution de propriétés, le déployer, pourquoi pas l'envoyer par FTP sur tel endroit. Ant reste un très bel outil, moi j'aime beaucoup Ant. Je l'utilise de moins en moins effectivement pour la construction parce que je suis passé à Maven comme tout le monde et avec plaisir. Mais je l'utilise comme outil de script annexe, comme facilité pour automatiser, comme outil d'automatisation du reste. Autre que la construction, ça reste un outil très intéressant. Maven s'est posé en successeur de Ant, et les apports majeurs de Maven, je les décrirai ainsi. C'est la description de projet au lieu de script. Alors ça semble philosophique, mais pour moi c'est très important. C'est au lieu de dire, pour compiler mon programme, je dois d'abord prendre les fichiers qui sont là, puis les copier là, puis lancer telle commande, puis lancer telle commande. Là on est dans le scripting. Maven va juste donner une description de votre standard. Pardon, c'est après les conventions. Une description de votre projet. Vous dites, moi mon projet c'est du Java 5. L'avantage c'est que je vais pouvoir après rajouter des outils que je ne connaissais pas au moment où j'ai paramétré mon Maven, qui vont dire, ah c'est du Java 5, donc je sais mesurer les qualités. Vous avez respecté les conventions et les bonnes pratiques Maven, donc vous n'avez pas besoin de m'expliquer que vous avez mis les sources dans SRC main Java. Hop là, je vais brancher sur mon projet des tas d'outils que je n'ai pas à configurer un par un. En Ant, il faudrait que je les configure un par un, parce que n'y a pas de convention, les outils, je suis obligé de tout expliquer, donc je vais dire, alors tâche find bugs, faire ceci, tâche PMD, faire cela. Les deux autres apports de Maven, donc la gestion des dépendances, et les référentiels d'artefacts. Bon, c'est un peu une double fonctionnalité. C'est le fait de pouvoir dire finement que mon projet dépend de telle version, de telle librairie.
et de suivre ces dépendances de façon récursive. À l'époque où je faisais du Ant, première chose que je faisais pour tout projet, c'était d'aller chercher sur Internet la dernière version des Gcarta Commons, la dernière version de ceci, la dernière version de cela. Et une fois que j'avais passé 2 heures à faire ma tournée d'Internet, faire un gros répertoire libre dans lequel je mettais tout, et après se débrouiller pour se le faire passer. Maven a permis de remplacer tout ça, et de faire juste par description, j'ai besoin de telle version de telle librairie. Maven est capable d'aller les chercher dans des référentiels d'artefacts publics Internet ou d'entreprises, on l'a vu, Artifactory, Nexus ou Archiva. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais de référentiels d'artefacts type Maven, parce que les autres outils de build qui vous attendent sur le slide suivant ont conservé cet aspect de Maven. Ils peuvent critiquer le POM, XML, la lourdeur, le jeu télécharge Internet, il n'empêche que tous sont compatibles Maven pour la gestion des référentiels d'artefacts. Le reproche que je ferai à Maven, c'est qu'il est d'une simplicité trompeuse. On va lire la doc, on va faire un petit POM, on va créer un projet, ça a l'air de marcher, c'est merveilleux, et le Word, ça se passe toujours très bien. Sauf qu'on constate qu'au quotidien, il est très mal maîtrisé par les développeurs. Il y a des effets de bord, c'est bizarre, ça marche chez moi, ça marche plus sur le serveur, et pourquoi il me fait un complete version, et pourquoi il n'arrive pas à trouver à faire substituer telle propriété. Maven demande encore de l'expertise dans l'équipe. Donc vous devrez avoir dans vos équipes, soit que tout le monde devienne expert, mais sinon avoir au moins 1 ou 2 experts Maven si vous voulez que ça passe. Les concurrents de Maven sont des concurrents qui globalement partagent la même philosophie, qui disent on arrête la description, le POM, on va plutôt faire quand même du script, parce que c'est beaucoup plus souple. Vous avez une différence fondamentale de philosophie entre Maven et Gradle par exemple. Gradle va vous ouvrir les portes avec une syntaxe, donc vous allez décrire votre build dans un fichier qui a une sorte de langage, un DSL, ça s'appelle par-dessus Groovy, et vous aurez beaucoup plus de latitude pour exprimer des choses beaucoup plus finement, beaucoup plus avoir beaucoup plus de liberté. Ant, c'est pareil, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous avez grande liberté. Donc le duo qui marche, c'est Ant plus Ivy. Ivy, c'est la brique qui manque. Ivy, c'est le complément qui permet d'utiliser les dépendances à la Maven dans Ant, dans vos scripts Ant. Donc après, ces questions de choix, il y a des gens qui sont très contents de Gradle, c'est très puissant. C'est le choix habituel entre les rails, effectivement, à part 1 ou 2 aiguillages, on ne pourra pas en sortir, ça c'est Maven, avec les avantages et inconvénients. Et Gradle qui ouvre beaucoup plus de possibilités, mais du coup vous permet, si vous ne faites pas attention, de faire des scripts complètement immaintenables. Voilà. Quoi qu'il arrive, la règle numéro 1 de Maven, c'est don't fight Maven. Si vous n'êtes pas prêt à suivre les conventions Maven, si vous voulez tout le temps le tordre, le tirer dans votre direction, ne faites pas Maven. Faites du Ant, faites du Gradle, vous serez très heureux. Vous serez très malheureux en Maven si vous n'êtes pas prêt à suivre les conventions. Si vous êtes prêt à suivre les conventions, vous bénéficiez gratuitement de bonnes pratiques prêtes à l'emploi et de trucs qui globalement fonctionnent très bien. Maintenant que j'ai réussi mon build, il va falloir le faire en continu. Et c'est là que maintenant je vais vous parler de mon serveur d'intégration continue ou de construction continue. Il arrive à ce moment-là, mais c'est bien le chef d'orchestre de votre usine. Il me semble difficile d'envisager une usine de fabrication de logiciels en Java, de développement, s'il n'y a pas au centre un serveur de construction continue. On verra les noms après. Ce rôle, c'est quoi ? Globalement, il est arrivé pour faire ce que le développeur n'a pas envie de faire chez lui. Je change une fonctionnalité, je change l'API dans mon framework, je m'apprête à faire une version, mais si j'étais rigoureux, je devrais tester tous les projets qui utilisent mon framework pour vérifier que je n'ai pas introduit une régression. Est-ce que le fait que j'ai enlevé telle fonction deprecated, est-ce que ça marche encore ou pas? Donc je devrais faire cette intégration, d'où le nom intégration continue, le plus souvent possible. Mais je ne vais pas le faire sur mon poste de travail parce que ça va me prendre 3 heures de lancer tous les tests unitaires de tout le monde. Et peut-être que je ne connais même pas tous les projets qui utilisent mon framework. Ils sont peut-être de toute façon dans d'autres structures, je n'ai pas accès aux sources. Je ne peux pas ou je n'ai pas le temps de bloquer mon poste de dev pour faire ça. Et donc on va le faire par un serveur en tâche de fond. Ça ne bloque pas mon développeur. Je fais mon action de développement, je l'envoie dans les gestionnaires de sources, et il y a un serveur qui va régulièrement ramasser tous les changements proposés et faire cette intégration, de dire voilà, est-ce que votre application se construit toujours? Oui. En plus, je mesure la qualité, je fais des livrables, je peux les déployer, je peux exécuter les tests. On va voir que le rôle du serveur d'intégration continue, c'est d'automatiser tous les compartiments que je suis en train de vous décrire de l'usine logicielle.
Donc le plus connu, vraiment le plus déployé, hein, c'est le leader incontesté pour l'instant, c'est Jenkins dans sa base open source. Alors j'ai rajouté les petits dollars parce que CloudBees commercialise une version avec des plugins d'entreprise plus, mais pour être tout à fait honnête, la version open source suffit largement. Vous avez tout dedans, hein, c'est pas du faux open source. Mais bon, il existe une version commerciale que je mentionne pour mémoire. Hudson, qui est le frère jumeau Jenkins, donc historiquement c'est le même projet, qui a fait un fork. Donc, je ne vais pas prendre position dans la polémique. Il reste quand même très voisin. Il diverge petit à petit, mais il reste très voisin encore. Donc maintenant, qui est passé sous je crois que c'est fini maintenant, et ça y est, l'incubation. Et donc ils sont officiellement sous l'égide de la fondation Eclipse. Des concurrents commerciaux que je mentionne parce qu'ils sont intéressants également, notamment TeamCity, donc les mêmes que ceux qui vous fournissent un TIJ, et Bamboo, Atlassian, qui sont plutôt connus pour Jira, notamment gestionnaire de tickets. Donc qui sont aussi des serveurs d'intégration continue qui sont très très bien. Et IBM propose également Rational Buildforge dans le cadre de Jazz, dont j'ai pas trop le temps de vous parler aujourd'hui. Mais IBM, il faut savoir qu'ils proposent un socle complet d'usine logicielle en mélangeant des outils rationnels et IBM. Et donc leur outil de construction continue s'appelle la Buildforge. En perte de vitesse, il y a, j'ai envie de dire, le canal historique. Les premiers qui ont eu le mérite d'exister, de lancer dans le monde Java cette initiative de faire de la construction continue. Donc il y a Continuum qui est un peu moribond, mais qui est la version open source de la fondation Apache. Quelque chose auquel je tiens énormément, c'est lorsque l'on construit le logiciel d'appliquer en même temps les moteurs d'analyse statique de code. Alors pourquoi faire? Il y a deux approches. La première, c'est celle-ci, je l'ai rencontrée, elle existe. C'est surveiller les développeurs, savoir qui a pondu le plus de lignes de code. C'est important de savoir qui ne respecte pas les standards, qui a écrit le moins de tests unitaires. Pourquoi pas? Je dirais il y a deux inconvénients à ça. Le premier, c'est que vous risquez d'améliorer l'indicateur et non la qualité. Si moi je sais que ma prime annuelle ou que ma promotion ou le fait de juste ne pas se faire taper sur les doigts, c'est mon taux de couverture de tests unitaires, vous inquiétez pas, vous allez avoir un très bon taux de couverture. Vous allez avoir des mauvais tests, parce que je vais les écrire au kilomètre copier-coller, vous aurez un très bon taux. Pareil, la Javadoc, ça c'est le classique des classiques. Tout le monde doit faire la Javadoc, sinon alerte. Alors vous avez la Javadoc, c'est partout, commentaire à rédiger, to do, fix me. Ça c'est le classique. C'est la nature humaine, vous ne pouvez pas lutter contre. Quel est votre objectif? C'est d'améliorer l'indicateur ou la qualité? Des fois, ça peut être dangereux de tenir un discours et de mesurer autre chose. C'est dire, vous devez tous travailler en équipe, on est agile, alors là, on est Scrum, mais par contre, dans mon tableau de bord Sonar, j'ai acheté le petit plugin qui va mesurer personne par personne qui fait le plus d'erreurs d'écriture. Donc je dis, vous êtes une équipe, hein, mais je mesure les performances individuelles. Ça risque d'être aussi très contre-productif. Une autre, hop là. Ah, j'ai sauté 2 slides là, excusez-moi. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Il est en train de sauter. Voilà. L'autre approche, l'autre bonne raison pour inspecter le code source, c'est de voir ça comme une assistance. Pour moi, c'est le petit robot. Il y a un stand là où il y a des petits robots. Bah, c'est comme ça que je vois les outils de calimétrie. C'est un petit automate, alors qui est moins bon que quelqu'un qui ferait du pair programming, qui sera ici à côté de moi, et qui me dirait, Guillaume, attention, tes design patterns, etc. Mais c'est un petit automate qui rattrape les bourdes, les erreurs d'inattention. Le point-virgule oublié, zut, j'ai mal configuré mon Eclipse. Attention, égal, Guillaume, tu es sûr là pour comparer deux objets? Tu préférerais pas faire du point equals? C'est le petit farfadet qui est sur votre épaule et qui vous assiste. C'est un outil d'assistance, c'est pas un outil de flicage. Et ça augmente la productivité. Alors, c'est pas magique, je dis ça attire l'attention sur le code louche. Ce sont des outils limités. Donc, le but, c'est de renifler, de dire là, il faudrait peut-être regarder. Alors, il y a des faux positifs. Des fois, on dit la complexité, elle est énorme dans cette méthode. Ben oui, parce que je suis en train de faire un calcul complexe ou que c'est du code legacy et que de toute façon, je vais pas le réécrire. Donc, merci Shakestyle de pas m'embêter sur le nommage parce que c'est du code que j'ai pas envie de réécrire. Ça dit aussi où porter l'effort de test. On vous dit ce code-là est compliqué. Il y a notamment un outil qui s'appelle Crab4j qui est assez excellent, qui vous dit, voilà, ici c'est complexe, et en plus c'est pas testé. Commencez par vous intéresser à ça. Le code qui est complexe, mais qui a des tests, c'est mieux. Le code qui est pas complexe et qui n'a pas de test, on suppose que c'est moins grave. Les outils de calimétrie. Alors les pratiques usuelles, celles que j'ai le plus rencontrées, c'est rien. C'est bien pour ça que je disais que ce sont des pratiques usuelles et pas des bonnes pratiques. La bonne pratique serait d'utiliser au moins ces outils-là.
Alors, je vais rapidement aborder Checkstyle, PMD et Finebugs, qui sont vraiment les plus importants. Checkstyle va plutôt s'intéresser au formatage, aux conventions de nommage. Voilà, lui, il va plutôt regarder les espaces, les tabulations et les nommages. PMD, c'est rattraper un peu, j'ai envie de dire, sans que ce soit trop péjoratif, le code de stagiaire. On a constaté que l'erreur la plus fréquente, c'était ce que je disais, voilà, égal au lieu de point equals, ou des fautes d'inattention, des fautes un peu de débutant, new integer, de 1, ou ce genre de choses. PMD, il rattrape juste des patrons connus, il match, il dit, bah, ça, évitez. Finebugs, lui, va s'intéresser au bytecode. Donc il va ignorer complètement la façon dont vous avez écrit votre code, il va voir l'algorithme résultant, et il va essayer de détecter des points de contention, des synchronises oubliés, des choses un peu inefficaces, etc. Alors ils ne sont pas concurrents, ils sont là listés. Contrairement aux autres rubriques où je vous donne des logiciels concurrents, ceux-ci sont très largement complémentaires. En général, on va utiliser les trois, plus l'outil de votre choix ou les outils de votre choix pour mesurer la couverture du test unitaire. Et comment faire pour ne pas configurer trop d'outils, ne pas avoir 15 rapports à croiser? C'est utiliser Sonar. Donc c'est pour ça que je dis que ne pas passer par Sonar, c'est en perte de vitesse. Sonar est en train de s'imposer comme le portail de la calimétrie. Alors c'est un outil qui lui-même ne mesure rien, ou très peu, je crois qu'ils ont refait une ou deux mesures, mais c'est tout. Il lance tous les autres, il les configure pour vous, il croise les résultats et vous donne une vision agrégée de ces résultats. Autre avantage de cette vision agrégée, c'est qu'il va stocker des points d'étape à chaque construction, ou tous les jours, dans une base de données, et ainsi il pourra vous montrer l'historique de toutes vos mesures, donc, ce qui vous permettra de détecter des tendances. Le code qui est en train de s'améliorer, le code qui est en train de devenir de plus en plus complexe. Donc là, c'est pareil. C'est peut-être normal, mais ça va attirer peut-être votre attention sur les coins où il faut ouvrir le capot et regarder. C'est un peu comme Jenkins. Sonar, j'ai mis des petits dollars parce qu'il existe des plugins payants pour Sonar et une version supportée. Mais dans le Sonar open source, vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer et pour faire de la kilométrie en continu, il n'y a aucun souci. J'ai mis open source en haut parce qu'on a de la chance en Java, je trouve, contrairement à beaucoup d'autres langages qui ont à peine un lint gratuit et des tas d'outils payants. C'est que on trouve dans l'open source tout ce qu'il nous faut pour faire une vraie analyse de la calimétrie. Je pense que ça doit être le langage le mieux outillé pour ce qui est de la partie analyse statique de code. Attention, installer ces outils ne suffit pas. On a l'impression que le chef de projet a demandé à ce qu'on mette Sonar parce que, vous comprenez, à côté j'utilise Sonar, ça a l'air vachement bien. Ça va vous donner des indicateurs. Ça ne suffit pas pour obtenir de la qualité. Dire installer Sonar, oublier l'outil, ça va mesurer, ça y est, on va avoir de la qualité. C'est pas du tout la bonne démarche. Il faut accompagner ce changement, il faut introduire l'outil. Et surtout, ce que j'ai vu, hein, ne pas se contenter des chartes qualité par défaut. J'installe Checkstyle, je le lance, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que mes conventions, mes habitudes ne sont pas très exactement celles de Sun et du paramétrage par défaut de machin. Je fais du Java 4, oui je sais, mais du coup ça sert à rien de m'alerter pour le générique. Donc si je lance ça sur du patrimoine existant, c'est un sapin de Noël. Ça clignote de tous les côtés, il y a du rouge, du orange, il n'y a rien qui marche, le code, et si on écoutait ces outils, il faudrait tout jeter. Du coup, ça ne devient plus de l'information, ça devient du bruit. Tout est rouge, des warnings, des milliers de warnings. Il suffit de mettre les accolades en début de ligne pour avoir 1 million de warnings en Checkstyle. Donc, pour amener la calimétrie, mon conseil serait de commencer avec un jeu de règles restreint et bien compris par tous. C'est-à-dire, prenez les règles qui sont déjà en vigueur, il y en a sûrement moins que dans Sonar, désactivez, commencez petit, et par des règles qui aident. Voilà ce que j'appelle les règles d'assistance, pas les règles de flicage, les règles plutôt d'assistance. Et petit à petit, quand tout le monde est d'accord, on peut introduire plus en plus de contrôles, par exemple pour les nouveaux projets. Est-ce que c'est vraiment pertinent de mesurer le respect des conventions de nommage sur du code legacy, une application qu'on maintient une fois tous les 6 mois? Pas forcément. Donc commencez petit, commencez par les règles que vous comprenez, parce que voilà, il y a certaines règles dans Finebugs ou dans PMD. J'ai beau relire la doc 3 fois dans tous les sens, je ne comprends pas vraiment où ils veulent en venir. Y compris les fameuses règles controversiales, qui, comme leur nom l'indique, sont controversées. Donc si vous les activez toutes, des fois vous n'êtes pas du tout d'accord avec la règle. C'est des règles qui sont optionnelles. Et j'accélère, je ne suis pas en avance. Le dernier petit conseil pour ce qui est de la calimétrie, c'est de ne pas prendre les gens en traître. Je développe, j'ai lancé mes tests unitaires, mon code me semble bon. Je le versionne. Le serveur d'intégration continue, le compile, livre en déploiement, ça déploie, ça fonctionne. Je suis content, je m'apprête à rentrer chez moi quand quelqu'un va me taper sur le poing en disant « Hop, je viens de lancer Sonar et il a trouvé que tu ne respectes pas les conventions de codage, donc on revient en arrière, interdiction de livrer ton composant, ça va pas, il faut tout changer. » Les règles du jeu doivent être les mêmes dans tous les compartiments de votre usine logicielle. Donc si vous voulez mettre en place un contrôle, je sais pas,
60% de couverture de test unitaire minimum dans une version release. Il faut donner aux développeurs de quoi le tester, donc les plugins, CMA ou autres, qui permettent de tester dès l'IDE, de pouvoir chez eux lancer un Maven qui sera le même que celui qui sera exécuté par le serveur de construction continue, qui va afficher en continu les résultats, donc qui permettra de savoir à l'avance à chaque fois que je fais un commit si je suis dans les clous ou pas. Dans la doc, c'est bien de documenter les conventions. Et si vous pratiquez en agilité, ce qu'on aime bien faire, c'est la définition de ce que j'entends par fait, la fameuse definition of done. Il faudrait le mettre dedans. C'est quoi un composant fait et livré? C'est un composant qui, et qui respecte telle et telle convention, et qui a un taux de couverture de code de temps. Automatiser les déploiements. Pourquoi faire? Parce que c'est une tâche fastidieuse. Rappelez-vous mon usine à l'arrache, qui consistait à envoyer par disquette, par pigeon voyageur ou par FTP mon ER une fois que je l'avais fabriqué à la main. C'est fastidieux, répétitif et source d'erreur. Donc c'est tout ce qu'on aime automatiser. C'est même dommage que ça arrive aussi tardivement, l'automatisation des déploiements. Ça permet également de tester la déployabilité dès les premières itérations. Si je n'ai pas les moyens de déployer mon application, par exemple, j'ai pas de WebSphere sous la main, je fais tout sous Tomcat. J'ai livré, je m'apprête à partir en vacances, j'envoie mon application et bien sûr on s'aperçoit qu'au moment de la mettre en prod, ça ne tourne pas sous WebSphere parce que j'ai fait telle ou telle chose, j'ai fait du Java 5, c'est très mal. Pour pouvoir tester régulièrement, il faut que ce soit automatique. Il ne faut pas que le développeur ait à penser à chaque fois que j'ai fait une version, il faut que je pense à aller dans la console et déployer mon application, etc. Non, il faut que ce soit automatisé depuis l'usine. Donc, on ne s'arrête plus au livrable. Ce livrable, maintenant, on va l'installer et on va tester même si, une fois installé, les fonctions de base sont remplies. On y reviendra juste après le déploiement. Attention, le déploiement, on verra pourquoi une simple action via Cargo ne suffit pas. Ce n'est pas que déployer le l'ER. Des fois, votre application elle a besoin de jeux de données, une base de données disponible avec des données dans tel état, une configuration du frontal Apache ou des actions de configuration avec. Donc le déploiement, c'est un peu plus large que juste lâcher un ER et s'en aller. La tendance, la pratique usuelle, c'est les scripts faits maison, qui sont en perte de vitesse. Alors je dirais, c'est le compartiment pour lequel je suis un peu embêté, parce que j'essaie de vous proposer un maximum de choses plutôt open source que commercial. On est un peu tout nu si on se limite à l'open source. Alors on va faire des scripts, on va être plus ou moins aidé. On va avoir Cargo, qui va être des actions Maven qui vont permettre juste de déployer les ER, mais qui ne vont pas forcément provisionner une base de données pour vous. Puppet et Chef, qui sont des outils évolués, mais qui vont être beaucoup plus pratiques pour déployer, provisionner des serveurs que pour vraiment déployer des applis J2E dessus. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et ça reste pour moi un peu du scripting quand même si on a un très beau framework de scripting. Il y a des challengers commerciaux, j'en ai mis 2, il y en a d'autres. Il y a aussi il y a Serena, il y a HP qui ont les leurs. Ce sont les plus connus dans le monde J2E, donc je les mets pour mémoire. Ce sont des outils qui vont vous aider à automatiser votre déploiement J2E. Le test, je passe rapidement parce que la fin du speech, j'aimerais vous la faire. Pensez à automatiser les tests. Donc le petit conseil du jour, c'est ce qu'on appelle les smoke tests. C'est le test minimal automatisable. Votre usine vient de fabriquer un ER. Très bien, une application web. Elle l'a même déployé sur un serveur. Très bien, on a déjà testé que ça se déployait correctement et que ça ne faisait pas viander le serveur d'appli. C'est un bon début. Le test qui rapporte gros et qui coûte peu, c'est le truc en 3 lignes qui dit une fois que c'est déployé, je vais juste demander la page d'accueil. Et je vais vérifier le code retour HTTP. Ou vérifier que ça contient « Bonjour, quel est votre nom ?» Ça se scripte en quelques lignes. Et ça vous ramasse un nombre d'erreurs incalculable. Je démarre pas, il me manque un properties, la base de données n'est pas accessible. Ça coûte pas cher, ça rapporte trop. Voilà. Donc le smoke test, en français, moi je dirais c'est le test « Au moins ça démarre ». Ça vous en dit pas plus, mais c'est déjà pas mal. Rapidement, je vous ai dit, mon logiciel, une fois déployé, c'est pas terminé. Dans une approche très DevOps, alors vous pourrez en discuter avec les spécialistes du DevOps, c'est rapprocher fabrication et exploitation. Donc par exemple, je viens de vous parler d'un outil de déploiement, ça serait intéressant si c'était les mêmes scripts qui soient utilisés après pour le déploiement dans les environnements type Prex, Prod, auxquels vous n'avez pas forcément accès. Ça veut dire travailler en équipe, parce qu'il est bien évident que ce n'est pas les développeurs qui vont faire les meilleurs scripts pour les déploiements en production. Il faut rapprocher au maximum les gens qui font les scripts pour les environnements recettes, dev, etc., et les environnements de prod. Pourquoi pas un référentiel de livrables commun? Vous avez votre Artifactory, par exemple, qui contient tous vos livrables, versionnés, métadonnées, dans la version payante, etc. Pourquoi pas confier ça directement
aux gens de l'app en disant si vous voulez vous sourcer, vous voulez la dernière version de mon livrable, c'est là. Et puis c'est backupé, c'est tagué, c'est tout ce que vous voulez. Je vous en ai parlé de tester la déployabilité. Il y avait hier, il y avait une très bonne présentation là-dessus. Sur les logs, apprendre aux développeurs à faire des logs utiles et exploitables. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et JMX également. Pensez à exposer, à instrumenter votre code, à le rendre exploitable. C'est une culture à acquérir. Et le reste, tout le reste. Vous voyez, je suis déjà en retard et j'ai pas pu tout aborder. Une usine, ça va être en fonction de vos besoins. Vous allez même rajouter, pourquoi pas, de la virtualisation de services. C'est quelque chose des outils nouveaux qui vous aident à bouchonner des web services parce que le serveur de prod n'est pas là et qu'on ne veut pas le charger, parce que si on consomme une API payante, Google Maps ou autre. Des outils d'assistance à la relecture de code par des humains, tout l'outillage pour le SGBD, un profiler pour chasser les fuites mémoire, les optimisations, des outils de remontée d'analyse de log, si vous êtes éditeur et que vous voulez masquer votre code source, des obfuscateurs de classe, etc. Deuxième, avant-dernière partie de mon discours, c'est cette usine, comment est-ce qu'on va l'héberger? Le mode le plus classique, c'est celui-là, c'est l'incognito. J'ai pas pensé à fournir à mes développeurs Jenkins, un subversion, etc. Vous inquiétez pas, ils sont pas fous. Ils vont eux-mêmes maximiser la quantité de choses à pas faire. Donc il va avoir l'architecte ou le gars qui s'intéresse à ça, qui va monter ça sur son poste de travail. Tout le monde va trouver ça rigolo, va l'utiliser. Et vous allez avoir bientôt, sans le savoir, un poste de développeur. Si vous l'arrêtez, ou s'il prend feu, vous avez tout perdu. Donc, si vous ne fournissez pas l'usine, quelqu'un va la monter dans votre dos. Donc fournissez-la correctement. J'y reviendrai tout de suite après. C'est qu'une usine, maintenant, c'est tout un tas de serveurs. Donc il faut provisionner des serveurs, il faut assurer une qualité de service. C'est pas juste v'là le zip avec Eclipse dedans. C'est quelle qualité de service je peux offrir. Si je suis pas typé production, est-ce que les gens ont le droit de redémarrer mon Jenkins sans me prévenir? Est-ce qu'ils ont le droit de me flinguer mon Artifactory, etc. Et quel est le budget que je vais mettre dedans, dans l'achat de licence pour tous ces logiciels, pour le support, etc. On va aussi se poser la question, chez qui ça va? Répartir la responsabilité. Par exemple, l'équipe qui fournit l'usine est responsable que le Jenkins, le nœud de construction ou Jenkins ou concurrent, ou Hudson par exemple, soit toujours opérationnel. Pour ça, il ne faut pas que dans mes scripts de construction, je fasse des choses qui cassent le serveur, des builds sans fin, sans timeout, etc. Donc on va souvent trouver des frictions si on ne se met pas d'accord à l'avance sur qui est-ce qui a le droit de configurer, de créer des jobs, qui est-ce qui a le droit de dire quels sont les plugins qu'on a le droit d'utiliser ou pas dans mon serveur d'intégration continue. Est-ce que c'est la cellule architecte qui choisit, qui configure l'intégration continue, qui fournit les pommes par an, comme ça même Maven, vous n'avez pas le droit d'y toucher? Ou est-ce que l'équipe projet a l'attitude? Donc il va y avoir des questions à se poser là-dessus. Et je viens d'introduire mon Software Factory Manager, dont je parlerai tout à l'heure, j'ai oublié. L'usine logicielle in a box. Alors ça, c'est quelque chose à surveiller. C'est pour plus tard. C'est de dire, c'est quand même compliqué de monter tout ça. Et de la même façon qu'on trouve des appliances pour VMware ou autres, avec un proxy HTTP prêt à tourner, parce que c'est compliqué à installer, à configurer, on voudrait juste un device à allumer et qui est prêt à tourner. Il y a un projet que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle Clinker. Ce sont des gens qui fournissent une image pour VMware ou VirtualBox ou ce que vous voulez, avec dedans une usine prête à tourner. Donc dedans, vous allez trouver un Jenkins, Alfresco, Redmine, il y a même un Track, un Nexus, c'est prêt à tourner. Donc ils ont une instance même accessible en live, donc live.clinkerhq.com. Projet à suivre, ça démarre, donc c'est pas encore très abouti. On trouve également des turnkey Linux avec un Jenkins prêt à tourner. Alors bien sûr, je dis une usinette, parce que sur une seule machine, vous n'allez pas en même temps faire la construction continue pour 300 projets et 500 développeurs. Ça ne va pas tenir. Donc, ça va être pour les petites équipes, ou pourquoi pas, une idée, c'est d'avoir comme ça une boîte par projet. Un projet qui démarre, je lui instancie sa machine virtuelle, le projet est terminé, rentre en mode maintenance, pourquoi pas j'éteins la machine virtuelle, je la garde sur bande, et si jamais il y a une maintenance urgente à faire sur un projet d'il y a 6 mois, je rallume la VM, je fais la maintenance, je rééteins. Voilà, donc pourquoi pas une usine logicielle par projet. Puisqu'on a franchi le pas de la machine virtuelle, pourquoi pas faire héberger ça dans le cloud. Bon, les avantages et inconvénients du cloud, là, il y a des gens de chez CloudBees, des gens d'Atlassian, donc allez les interroger. Donc les deux qui fournissent de l'intégration continue, parce que je parle bien d'usine, hein, pas de l'hébergement en cloud. L'usine dans le cloud, alors il y a IBM, mais c'est une offre un peu particulière, c'est du pass avec un peu de tout, de l'achat de licence. Les plus simples à mobiliser, c'est CloudBees
et Atlassian qui fournit ces outils on-demand, donc hébergés chez eux. Les deux, CloudBees propose une offre gratuite, vous pouvez l'essayer jusqu'à 3 utilisateurs, je crois que c'est gratuit. Et Atlassian demande, je crois que pour avoir un job comme ça dans le cloud, je crois que c'est très raisonnable, c'est $10 par mois. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour découvrir sur un projet perso, sur un petit projet exploratoire. Qui est ce fameux Software Factory Manager? Alors, je fais un peu une incursion du côté du langage Python, une infidélité à Java. Qui est ce responsable de l'usine logicielle? Pour moi, c'est quelqu'un d'un peu bizarre. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait de l'assistance au développement. En général, c'est quelqu'un qui vient des études. Pourquoi? Il doit connaître tout le cycle de vie du logiciel. On l'a vu, toute la chaîne. Il sait l'instrumenter. Il sait mettre en place de la construction continue, vous aider quand dans votre Maven vous ne comprenez pas pourquoi ça marche chez vous et pas dans l'intégration continue. Il sait ce que c'est qu'un ER, il sait le déployer, il sait collaborer, etc. Il va vous aider à choisir les outils. Tiens, comment est-ce que je mesure la performance JMeter, HP, autres. Qui fournit l'outil est en général très proche, voire la même équipe de qui fournit le framework. Une bonne pratique, c'est si je fournis un framework d'entreprise, je dois aussi fournir l'outil. Si je dis vous utiliserez Spring MVC, ce serait sympa de fournir en même temps les plugins Eclipse qui vont avec. Mais en même temps, il est administrateur système. C'est une bête curieuse, parce qu'il vous fournit toute une flopée de serveurs, il va vous installer vos référentiels, s'assurer qu'ils sont tout le temps disponibles, continuité de service, monter un cluster de builds, parce que quand on commence à avoir des dizaines et des dizaines de projets en parallèle, c'est pas un pauvre serveur qui va réussir à faire tous les builds, c'est un cluster, une grappe de serveurs. Et des fois même, c'est le cluster qui marche le mieux dans l'entreprise. Être capable de faire des référentiels, des réplications de référentiels. Pourquoi pas déployer en cloud ou en modèle hybride chez CloudBees. Si vous faites de l'agilité et qu'on dit que la priorité absolue, c'est réparer tout build en échec, le build ne doit jamais être en rouge, votre usine logicielle a la même priorité. Elle ne doit jamais être dans le rouge. Si votre Jenkins ou Hudson ou Bamboo est cassé, vous n'avez plus aucun build. Donc c'est comme s'ils étaient tous en rouge. Donc assurer une qualité de service. Alors, qui est-ce qui va être capable de faire ça? Alors, c'est vraiment pas pour placer le buzzword, mais de fait, cette rencontre entre des gens qui maintiennent des serveurs et des gens des études, on est dans la mouvance DevOps. Si vous avez peu de développeurs, peu de projets en parallèle, j'ai vu des environnements dans lesquels ça occupait pas une personne à plein temps, parce qu'une fois que globalement c'est installé, ça tourne. Bon, bah voilà, il suffit de jeter un œil dessus, de temps en temps faire des mises à jour, mais vous aurez peut-être un architecte de la cellule architecture ou quelqu'un qui sera responsable de ça, entre autres. Et après, si vous avez des plus gros besoins, ça va être une équipe, voire plusieurs équipes. Voilà, je crois que c'est chez, je sais plus, c'est chez Orange, la OBS, je crois qu'ils sont une trentaine ou une cinquantaine là-dessus. Mais ils ont un grand nombre de projets sur cloud privé, etc. L'idéal, c'est quand même une équipe conjointe DevOps, parce qu'on l'a vu, il faut comprendre Maven et savoir déployer en Puppet ou en Chef. Pas tout le monde a cette double compétence. Ça va être très rare à trouver dans une seule personne. En guise de conclusion, j'ai beaucoup parlé d'usine. Or, la tendance, ça serait plutôt l'artisanat. Donc, une petite phrase à méditer, à emporter chez vous. Si c'est à la qualité des outils qu'on reconnaît le bon ouvrier, c'est à la qualité de l'usine qu'on va reconnaître le bon éditeur de logiciel ou le bon chef de projet. Choisir ses outils, même si c'est moins important peut-être que les interactions entre les gens, ça reste quand même un bon levier de productivité. Je vous remercie, il me reste qu'une minute pour répondre à vos questions. Donc, je remercie également les gens qui diffusent leurs photos en Creative Commons, ça m'a permis d'illustrer avec ma présentation. Voilà, j'ai fini. Merci.